Voilà ce qu'on avait fait la dernière fois. Exemple 1, on avait étudié la réponse temporelle de ce système dans le cas où on modélise complètement ce système et dans le cas où on commet une approximation. On a négligé le pôle le plus rapide, à savoir taux 3 par rapport à taux 1 qui était le pôle dominant, la constante de temps dominante qui correspond à un pôle dominant. Et on avait vu sous MATLAB que la réponse du système avec approximation était sensiblement la même, la réponse initiale était sensiblement la même que celle du système complet. Et donc on a validé un point là du cours qui était indiqué ici, qui disait que effectivement, quand on a toute une série de pôles et qu'il y en a un qui est plus lent que tous les autres, mais nettement plus lent, à ce moment-là, on peut considérer que la réponse du système est celle de la fonction transfert avec que ce pôle-là. Donc ce pôle-là va dominer, va imposer sa dynamique et que tous les autres vont avoir un effet négligeable. Et cet effet négligeable, on l'avait observé essentiellement dans les premiers instants de la réponse. Forcément, vu qu'ils sont plus rapides, ces pôles, très rapidement, ils vont plus intervenir. Et on avait vu un petit artefact au début qui différait entre la réponse complète et la réponse approchée. Alors il y a l'exemple 2 qu'on va aussi traiter, qui fait intervenir cette fois-ci un deuxième ordre au dénominateur. Au lieu d'avoir comme ici deux pôles réels, ici on a deux pôles complexes conjugués plus un pôle réel. On précise dans l'application numérique les constantes de temps, taux 1, 1 seconde, bon ça c'est le 0, oméga 2 qui est égal à la pulsation naturelle qui est égale à 10 radians par seconde, et taux 3, la constante de temps du pôle réel qui est égale à 10 millisecondes. On demande de tracer le diagramme de Bode, d'une part, et puis aussi de positionner ces pôles et ces zéros. Alors c'est pas le lieu des pôles et des zéros, plutôt dire la carte des pôles et des zéros dans ce cas-là, vu que c'est ponctuel, ces pôles et ces zéros ne se déplacent pas sur un lieu. Voilà, bon alors ça c'est sous la forme d'un complément. Bon, voilà la solution donc, de cet exemple ou exercice 2 du cours. Je peux vous le mettre un peu plus gros. Ouais, ça c'est déjà fait, 100% par exemple, voilà. Ok, ça devrait aller. Bon, je suppose que le gain est égal à 1, pour simplifier. Bon, après, vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça décalera juste la courbe en amplitude. Ça la translatera en hauteur. On a taux 1, 1 seconde, oméga 2, 10 radians par seconde, taux 3. Ah, c'était pas 0,03. Je sais pas pourquoi j'ai mis 0,03 là. En plus, j'ai mis bien 100 pour la pulsation de coupure. C'est 0,01 ici. Bon, bref. De toute façon, l'énoncé, vous l'avez dans le cours. Ce que je rajoute ici, c'est juste le gain K est égal à 1. Bon, là, je me suis trompé, mais pas dans le diagramme de Bode, visiblement. Alors, on va tracer le diagramme asymptotique de Bode. Donc, on va utiliser pour ça une règle et un crayon. Et on va définir les différentes portions de droite qui constituent ce diagramme de Bode. Tout d'abord, raisonnons aux basses fréquences. Qu'est-ce qui se passe aux basses fréquences? Tous les termes là en S, dans lequel on va remplacer S par J oméga, vont être négligeables devant les termes en 1. Donc, pour les très basses fréquences, le gain équivalent est égal à K. K est égal à 1, donc 20 log de 1 est égal à 0, donc on est à 0 dB. On est à 0 dB jusqu'à la première constante de temps, jusqu'au premier pôle, jusqu'à la première pulsation de coupure qui correspond à celle du 0.
ici. C'est la pulsation 1 sur taux 1. Lorsque S est égal à J oméga est égal à J fois 1 sur taux 1, donc 1 radian par seconde, on a ce terme-là qui devient non négligeable devant le 1. Et c'est cette pulsation-là qui constitue le point de séparation entre la zone où on néglige cet effet-là et la zone où on ne le néglige pas. Et donc à partir de là, on a ce zéro-là qui va intervenir sous cette forme, hein, donc comme une amplification avec un gain qui va évoluer linéairement en échelle log. En échelle log, enfin avec une graduation log en x, hein, avec une pente plus 1, là j'ai mis plus 1, mais c'est des multiples de 20 dB par décade. Donc c'est une pente de plus 20 dB par décade. Et cette évolution linéaire va se faire jusqu'à la prochaine pulsation de coupure. La prochaine pulsation de coupure, dans l'ordre, hein, si on considère les deux pulsations de coupure des deux termes du dénominateur, là, celle du second ordre, c'est oméga n est égal à 10 radians par seconde, et celle du premier ordre, c'est 1 sur taux 3, c'est pas 1 sur 0,03, c'est 1 sur 0,01, donc c'est 100 radians par seconde. Donc la première qui va intervenir, c'est la 10 radians par seconde, qu'on a positionnée ici. Alors en échelle log, hein, cette distance-là est évidemment égale à cette distance-là, hein. Et à partir de 10 radians par seconde, le second ordre va commencer à influencer, à influencer la réponse. Et il l'influence non pas comme le 0 avec une pente positive, mais avec une pente négative. Hein, il va atténuer, et atténuer plus fortement qu'un premier ordre, parce que c'est un deuxième ordre. À partir de la pulsation de coupure, il va y avoir une pente de décroissance de l'amplitude qui vaut moins 40 dB par décade, comme on l'a montré la dernière fois. Alors, on a le 0 qui fait plus 1, le pôle double, le pôle complexe conjugué, donc le second ordre qui fait moins 2, plus 1 moins 2, ça fait une pente globale de moins 1. Hein, c'est pour ça qu'ici, il y a cette pente de moins 20, moins 1 fois 20 dB par décade. Et donc on a une symétrie de la réponse. Hein. Si ici on a plus 1 entre 1 et 10, on a moins 1 entre 10 et 100, logiquement ici on arrive à 0 dB. Ici on est à 20 dB et ici on est à 0 dB. Bon, j'ai pas mis 20 dB là, vous pouvez le rajouter, hein. Vu que c'est 20 dB par décade, on part de 0, on a une décade plus loin, on arrive à 20, une décade plus loin, on est à moins 1, donc on arrive à nouveau à 0. Enfin, à partir de 100, le dernier pôle va entrer en jeu. Et ce pôle, bon, il est en 1 sur taux 3, donc 1 sur 0,01, donc à 100 radians par seconde, il va rajouter, il va casser encore plus cette pente de décroissance de l'amplitude, là, qui était à moins 1, il va lui rajouter un moins 1, lui retrancher un 1, et donc on va avoir une pente de moins 2 à partir de là, ce que j'ai mis là. Alors j'ai aussi mis des couleurs, alors ça sort pas excessivement bien. Je sais pas pourquoi cette vidéo. Ah non, c'est le scanner plutôt. Bon bref. Ici vous avez donc j'ai séparé les trois diagrammes de Bode des trois termes. Hein, donc numérateur, second ordre au dénominateur et premier ordre du dénominateur. Donc ça c'est le diagramme de Bode du 0 tout seul. Ça c'est le diagramme de Bode du second ordre tout seul. Et ça c'est le diagramme de Bode du pôle tout seul en moins 100. Et l'addition de ces trois courbes, qui correspond, donc l'addition en décibels de ces trois courbes, qui correspond à la multiplication de ces trois gains, correspond à la courbe en pointillé, qui est le diagramme de Bode en amplitude, en dB, de la fonction transfert totale, G. G en dB, c'est la courbe en pointillé, c'est le résultat final.
Alors on peut s'intéresser maintenant à la courbe en phase. Si vous avez tous noté. La courbe des phases est aux basses fréquences à 0 degré. Aux très basses fréquences, donc le gain est un réel. Hein. Son argument est donc nul. On a une phase qui vaut 0 jusqu'à la première pulsation de coupure, celle qui correspond au 0. À partir de là, ce terme-là agit. Et ce terme-là passe brutalement, parce qu'il est au numérateur, de 0 à plus 90 degrés. C'est un premier ordre. Donc il rajoute une phase parce qu'il est au numérateur, et c'est un premier ordre, donc il rajoute plus 90 degrés. C'est une approximation, évidemment. Hein. Donc là, brutalement, à partir de la pulsation de coupure, on passe de 0 à plus 80 degrés, jusqu'à la deuxième pulsation de coupure. À partir de 10, c'est ce terme-là qui commence à agir, et ce terme-là, comme c'est un second ordre, à partir de 10 radians par seconde, il va retrancher moins 180 degrés. Donc on va passer de plus 90 à moins 90, à partir de 10 radians par seconde. Ensuite, on reste à moins 90 jusqu'à ce que le troisième pôle, ou le troisième terme plutôt, agisse, qui est un pôle en moins 100, et donc une pulsation de coupure à 100 radians par seconde, et comme c'est un premier ordre, ça va retrancher encore 90 degrés, donc on va passer de moins 90 à partir de là jusqu'à moins 180. Et globalement, donc le diagramme de phase va avoir cette allure, hein, de manière approchée, évidemment. Ok. Bon là, bon c'était pas la peine de noter ça. En plus là ça a été bouffé, je vois. Bon, alors ce qu'on va faire sous MATLAB, on va tracer le diagramme de Bode de G, histoire de vérifier que c'est à peu près la tête là qu'on vient d'établir là. Et d'autre part, après, on va essayer de voir si les règles là de compensation, enfin de simplification de fonctions transfert fonctionnent. Alors la règle qu'on va vérifier, c'est celle-ci. La règle qui concerne les pôles complexes conjugués. Donc on pourra de même considérer que la dynamique liée à une paire de pôles complexes conjugués est négligeable devant celle liée à un pôle simple ou une autre paire de pôles complexes conjugués si la pulsation naturelle associée à cette paire est grande devant la pulsation naturelle de l'autre paire ou devant la pulsation associée au pôle simple. Bon, ça veut dire, ici, par exemple, le oméga 2, là, il est plus faible, la pulsation naturelle, oméga 2, hein, elle est plus faible que la pulsation liée à ce pôle-là, qui est à 100 radians par seconde, alors que là c'est 10 radians par seconde, donc on va pouvoir considérer que ce terme-là, alors ce qu'on compare, hein, c'est la pulsation naturelle quand on a un second ordre, hein, et on compare des fréquences, et on va comparer ce 10 radians par seconde à ce 100 radians par seconde. Là on a une décade de plus, et on va, là il est possible de négliger ce terme-là qui est beaucoup plus rapide que celui-là, et comme il est plus rapide, il ne va pas dominer. Hein, celui qui va dominer, c'est le plus lent, et là on peut considérer qu'il est clairement plus lent. Alors on va vérifier cette hypothèse, hein, c'est que par exemple la fonction transfert du numérateur sur le second ordre est effectivement à peu près correspond à une réponse indicielle à peu près similaire à la fonction transfert globale. On va voir ça. Tu as au niveau du hockey une souris équivalente, et de l'autre côté tu vois les boutons de ta souris équivalente, donc tu peux déplacer le curseur. Et tu vas pouvoir me saisir, moi je ne l'ai pas sous les yeux, comme vous les avez sous les yeux, les exemples, vous pouvez saisir la fonction transfert G. Donc tu vas me saisir grâce à la fonction TF de MATLAB de G. Donc G égale fonction TF comme transfer function. Non, on met ça en minuscule. Ouvrez parenthèse, ouvrez crochet,
Et tu me mets les coefficients du numérateur dans l'ordre des puissances décroissantes. C'est bien une seconde? C'est juste ça? Ok. Bon, moi je ne l'ai pas sous les yeux là. Donc vous vérifiez ce qu'il fait. Alors le dénominateur, tu peux, si tu veux pas faire le produit là, tu peux commencer par exemple par saisir juste le second ordre. Et après on multipliera les... On fera un autre, un fois TF. Non, tu peux laisser ça. C'est bien. Donc virgule, ça c'est pour le numérateur. Virgule, le dénominateur. Donc ouvre un crochet. Les coefficients dans l'ordre décroissant des puissances du second ordre. Mais juste le second ordre dans un premier temps. T'as pas les valeurs? C'est dans le cours normalement, dans le poly. Quelqu'un peut lui dire? Sinon je dois l'avoir quelque part là. Donc c'est 1 sur 100, 1 sur 10 et 1. Voilà. Hop. Donc tu mets 1 sur 100, 1 sur 10 et 1. Voilà. Tu fais pas inter, tu fais fois. Donc voilà, mes fois. Une nouvelle TF. Ouvrez parenthèse, ouvrez crochet. Et là, tu saisis juste la partie premier ordre qui reste. Donc un 1 au numérateur et le 1 plus taux 3. Je ne sais pas comment on l'appelle là. Donc 1 au numérateur. C'est la partie qui reste. Regarde. C'est juste ça. Pour le moment, tu as saisi ça et ça. Tu le multiplies par 1 sur ça. Taux 3 vaut 0,01. Donc 0,01 et 1. Attends, je le clique. Parce que bon, la souris n'est pas terrible là-bas. Ok. Non. Ça c'est le dénominateur, il faut le numérateur encore. Il y a 1 au numérateur. Tu comprends pas ce que... En gros, il multiplie, tu saisis pas le truc en entier parce que tu laisses MATLAB en fait calculer le développement du dénominateur. Comme il faut saisir les coefficients, tu ne peux pas les calculer. Hein. Donc tu laisses MATLAB faire, et tu saisis la première fonction transfert, donc celle du 0 et des deux pôles complexes conjugués, et là tu saisis la deuxième. Donc il faut bien mettre 1 entre crochets, ah oui d'accord, 1 entre crochets au numérateur là. Donc c'est pas 1 divisé, ça il ne sait pas faire. Hein. Donc tu mets voilà, 1 entre crochets après la parenthèse ouvrante juste après TF là. Non, un cran avant. Là, voilà. Tu ouvres un crochet, tu mets 1, tu fermes le crochet et tu mets virgule. Voilà. Non, virgule. Comme de l'autre côté. Voilà. Ça fait pareil ici. Ok, et tu fermes, tout est bon. Ok, bah, tu fais Enter pour vérifier. Voilà, bon, on va dire que c'est bon, on va vérifier. Tape baud de ce que tu viens de saisir. Donc baud de G. Grand G. Ah non, petit G, non. Je vais appeler petit G. Alors, est-ce que ça correspond? La phase va bien vers moins 180. Ça m'a pas l'air bon, ça. Hein, hein? Ouais. Je pense qu'il y a un 0 là qui n'est pas passé. Hein. Pourtant, il y a un 0 ici.
Bon, alors est-ce qu'on a déjà moins 40 dB par décade ici à la fin, au-delà de 100? Ouais, on a une cassure, il me semble qu'on voit une petite cassure, quoique c'est pas très évident là-dessus. On a une suramplification ici. Bon, alors c'est un diagramme asymptotique, donc clairement le diagramme réel n'est pas censé être similaire, hein. Enfin je veux dire il est censé être similaire, pardon, mais il n'est pas censé être exactement ressemblé à ce qu'on a tracé de manière asymptotique. Mais alors à ce point là ça m'étonne quand même, je pense qu'il y a un bug quelque part. Alors, où est-ce qu'il est le bug? Si bug il y a. C'est juste ça? C'est bien 1 plus S au numérateur, là? Alors, je l'ai où maintenant? Non, pas là. Je l'ai fermé ou quoi? Ah non. Oui, donc ça fait bien 1 plus S au numérateur, 1 plus, donc 1 centième S au carré, plus 1 dixième de S, ouais, c'est ça. Facteur de 1 sur 1 plus 0,01 S, donc 0,01 et 1. Ah, oui. Le bug est là. Alors, le séparateur décimal sous MATLAB, c'est le point. Donc là, il a considéré que c'était une fonction transfert avec un 0, un 1 et un 1. Hein, donc évidemment, ça a compensé. En fait, là, vous avez compensé le numérateur, je pense. Vous avez fait un pôle qui est aussi en 1, donc il a exactement compensé ce que vous avez mis au numérateur. Alors, on va voir si ça va mieux marcher. Pardon, il y a autre chose? Non, non, là il a mis des 1 centième et 1 dixième, là ça marche. Alors la virgule elle sert à séparer, par exemple dans les matrices, vous pouvez mettre un espace ou une virgule pour séparer les éléments d'une ligne. Pour passer à la ligne suivante, c'est un point virgule, hein, je vous rappelle. Et ça sert également à séparer les paramètres d'une fonction. Donc là c'est correct. Par contre, chez les anglo-saxons, le séparateur décimal c'est le point, alors que chez nous c'est la virgule, mais MATLAB, comme vous le voyez, est en anglais là. Voilà, donc ça pourrait marcher un peu mieux. Bon, on a quand même quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on avait, avec un maximum à 10 radians par seconde, effectivement, hein. Et puis là, la coupure, on la voit nettement, hein, donc la pente de -1 et la pente de -2. Alors vous voyez que par contre, autant au niveau de l'amplitude, on a quelque chose de similaire, autant au niveau de la phase, ça ne ressemble pas du tout, hein, c'est pas des portions voilà, de signal carré, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus lisse. Donc la plus grosse approximation, on la commet évidemment sur la phase. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est l'idée, disons, d'utiliser le diagramme de Bode de manière asymptotique, c'est d'avoir les tendances, d'avoir l'allure générale, la valeur aux limites aussi. Ça, c'est important. Et ça, vous l'avez précisément en raisonnant de cette manière-là. Bon, alors tu vas continuer et m'afficher la réponse indicielle de G en tapant step de G. Je pense que ça doit s'afficher là. Vous voyez, c'est assez bizarre comme réponse indicielle. Elle va vers 1, mais elle a un dépassement assez considérable, hein, de 600% pratiquement. Hein. Un amortissement qui n'est pas scandaleux, hein, ça oscille pas très très longtemps. Hein. Vous avez un premier maximum et ensuite une oscillation vers le bas, une vers le haut, et ensuite on peut considérer que ça converge à 5% près vers la valeur finale. Donc l'amortissement est assez élevé quand même, mais il y a un fort dépassement. Bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va comparer, on va appliquer les règles de simplification qui sont édictées dans le cours
de cette fonction transfert et tu vas me définir un G1 qui est la même sans le pôle en 1 sur taux 3 là qui est ultra rapide. Donc tu me saisis, tu peux revenir, attends, voilà, tu reviens avec la flèche vers le haut, tu peux remonter dans l'historique de ce que tu as saisi, donc remonte ici, reviens au début, appelle ça G1, donc mets un 1 après le G, voilà, non, voilà, reviens, renomme le G en G1, voilà, ok, et maintenant tu m'enlèves le dernier pôle là, le fois TF de 1, voilà, tout ça tu l'enlèves, donc on va négliger cette partie là, Enter. Tu fais hold, H-O-L-D, pour maintenir le plot précédent, l'affichage précédent, et tu me fais step de G1. Ça va superposer les deux. Alors on va voir. Donc, vous voyez, les deux se ressemblent. Hein. Vous avez un petit décalage, un petit déphasage pas énorme. De toute façon, au bout d'un certain temps, ils convergent exactement vers la même valeur. Le dépassement est totalement similaire. L'instant du premier maximum est pratiquement le même. Donc on peut dire que ce modèle approché là est relativement valable. Donc cette règle marche. Et la règle a dit aussi que pour les zéros, ça ne marche pas. Hein. Pour les zéros, cette règle ne s'applique pas. Alors on va voir. On va maintenant enlever le 0. Donc tu vas me saisir un G2 qui est juste constitué du dénominateur là du second ordre. Donc tu reviens là, voilà, tu appelles ça G2. Et au numérateur, au lieu de mettre 1, tu mets juste 1. Tu supprimes le 0. Voilà, 1, là tu fermes crochet et virgule. Voilà, Enter. Tu refais step G2 cette fois-ci. Hold, c'est bon, ça maintient indéfiniment. Hein. Tu n'as pas besoin de le refaire. Fais step G2. Horreur, ça marche plus. Donc effectivement, le fait de négliger ce 0 là en se disant bon déjà il est lent, alors c'est vrai qu'on n'aurait pas dû c'est pas légal disons par rapport à cette règle de le négliger, mais ça vous permet de montrer à quel point un 0 peut influencer la forme de la réponse. Il ne va pas influencer la rapidité. Parce que si vous raisonnez en dynamique, certes, celui-là il va réagir beaucoup plus vite en termes de temps de réponse à 5%, mais globalement au niveau stabilité, amortissement, tout ça, vous aurez la même chose. Le 0 a une influence décisive sur le dépassement. Vous voyez que ce dépassement de 600% là, il est dû pratiquement exclusivement au 0. Quand vous enlevez ce 0, vous vous retrouvez avec un dépassement qui tombe à 10%. Hein. Bon, là en plus, ce 0 était à 1 seconde, donc il était lent, il n'était pas vraiment, si on pouvait raisonner comme ça, hein, négligeable par rapport aux 10 radians par seconde, ou 1 sur 0,1 seconde du dénominateur. Donc, c'est vrai que c'est pas vraiment ça démontre rien, hein. Mais je vous le dis, hein, les zéros, avec les zéros on ne peut pas raisonner de la même manière, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a des zéros qui dominent et d'autres qui ne dominent pas. Les zéros on les laisse, on n'y touche pas. Bon, on va continuer le cours et passer au point suivant. Qui porte sur l'analyse des systèmes à temps continu et sur les notions de commandabilité et d'observabilité. Là, on rebascule dans l'approche représentation d'état. On va faire on va voir ces deux notions de commandabilité et observabilité qui sont propres à la forme d'état. C'est des notions fondamentales pour l'étude des systèmes en vue de leur commande. Dans commandabilité, il y a commande. Hein.
Et effectivement, c'est un critère important qui permet de dire si on peut faire ou non certaines choses avec le système. La commandabilité permettra de dire si on peut le commander, et l'observabilité permettra de dire si on peut l'observer. Alors qu'est-ce que c'est commander et qu'est-ce que c'est observer? La commandabilité d'un système, c'est la capacité à voir son comportement évoluer sous l'action de sa commande. Alors, bon, ça c'est un peu vague. C'est la capacité à amener, donc de manière un peu plus détaillée, c'est la capacité à amener un système en un temps fini d'un état A à un état B, avec une commande qui existe. Une commande qui tend pas vers plus infini, par exemple, ou qui converge en un temps fini. Donc c'est la capacité à ramener un système à n'importe quel point dans son espace d'état. S'il existe une telle commande qui le ramène d'un état initial à un état final donné, quel que soit cet état, alors le système est commandable. C'est ça la notion de commandabilité. S'il existe un endroit à l'inverse, s'il existe un endroit dans l'espace d'état, une zone, un sous-espace, on ne pourra jamais ramener le système, quelle que soit la commande qu'on va appliquer, ou alors éventuellement on pourra l'y ramener, mais au bout d'un temps qui tend vers l'infini, à ce moment-là, le système n'est pas commandable. Comment ça se traduit du point de vue mathématique? Alors ça, je ne vous le démontre pas, mais je vous donne le critère qui permet de vérifier qu'un système est commandable, sans se poser de questions. Vous modélisez votre système, vous le mettez sous la forme d'état, donc dérivée de l'état est égal à matrice A fois l'état plus B fois l'entrée. On vérifie qu'un système est commandable en constituant la matrice dite de commandabilité, qui est cette matrice C cursive. Vous la formez comme ça. Je vous rappelle que n, c'est la dimension de A, qui est une matrice carrée n fois n. C'est aussi la dimension de l'état, c'est le nombre d'états n. Et vous formez cette matrice en faisant A à la puissance 0 fois B, ensuite A fois B, A à la puissance 1 fois B, A à la puissance 2 fois B, jusqu'à A à la puissance n-1 fois B. Vous calculez le rang de cette matrice de commandabilité. Si son rang est n, donc égal au nombre d'états, à ce moment-là, le système est commandable. Illustration sur un exemple qu'on avait déjà vu dans l'introduction de ce cours, c'est la régulation du niveau ou la modélisation d'un système de régulation de niveau d'eau dans un réservoir qui répond à l'équation différentielle suivante. R qui est la résistance à l'écoulement de la vanne de sortie, C qui est la section de la cuve, fois dH sur dt. dH sur dt, c'est la variation de hauteur d'eau autour d'une hauteur moyenne, plus H qui est la hauteur courante, la variation de hauteur par rapport à H0, pardon. Ça, c'est un raisonnement autour d'un point de fonctionnement, est égal à R, donc cette même résistance, fois QE, le débit d'entrée. Donc la variation de débit par rapport à un débit moyen en entrée. Bon, on comprend mieux les choses lorsqu'on divise tout par R. C fois dH sur dt, donc c'est un débit. C, la section fois une variation de hauteur, c'est un débit. H divisé par R, c'est un débit aussi, donc une hauteur d'eau équivalent à une pression divisé par une résistance à l'écoulement, c'est un débit, est égal à un débit au débit d'entrée qui lui est commandable. On peut moduler ce qu'on commande, c'est ça, c'est le QE. Alors on se pose la question de savoir si avec ce QE, en étant capable de commander le système grâce à cette grandeur d'entrée QE, est-ce qu'on est capable d'atteindre n'importe quel H? Est-ce que le système est commandable? Est-ce qu'on peut, avec une commande
fini, réalisable, amener l'état à n'importe quel point de l'espace d'état, donc amener H où on veut. Pour ça, on met les choses sous forme d'état. Donc RC, DH, alors déjà l'état c'est H, c'est un scalaire, la dimension n est égale à 1, système d'ordre 1. On le met sous forme d'état, donc on appelle ce hx, donc dx sur dt est égal à moins 1 sur rc fois x plus 1 sur cu, ça c'est l'équation d'état de ce système-là. On constitue la matrice de commandabilité. Alors la matrice de commandabilité, je rappelle, ici, elle va être simplement constituée de B, parce que n est égal à 1, et donc il n'y aura qu'un seul terme là, donc qui se limite à B. Alors une matrice de commandabilité qui se limite à B, B c'est cette matrice là, 1 sur C, donc la matrice de commandabilité est constituée de 1 sur C est différent de 0, donc le déterminant de cette matrice scalaire est non nul, donc son rang est égal à 1, donc le rang est égal à n, donc le système est commandable. Aussi simple que ça. Bon. On change un peu le système. On va lui rajouter une autre cuve, une cuve additionnelle qui se déverse également dans cette cuve initiale. Donc la cuve initiale est remplie à la fois par ce qu'on commande, donc par ce tuyau-là dont on maîtrise ce QE, et par ce QR qu'on ne maîtrise pas. Alors cette fois-ci on a les équations qui changent légèrement, donc la variation C fois la variation de hauteur, qui est un volume, est égale au débit, au bilan des débits fois l'élément de temps. Le volume, l'élément de volume est égal au débit QE qui rentre, QR qui rentre, moins celui qui sort, le QS, fois dt. Si on fait la même chose, donc l'équation qui fait le bilan des volumes au niveau de la seconde cuve, la section de la seconde cuve fois la variation de hauteur de la seconde cuve est égale à QR, ce débit, donc là il n'y a rien qui rentre, ça sort seulement, donc QR fois dt. D'autre part, les débits de sortie sont régis par ces équations-là. Donc ça dépend de la hauteur, plus c'est haut, le niveau est haut, plus la pression est importante, donc plus le débit va être important, et va être dépendant évidemment de la résistance à l'écoulement qui dépend de cette vanne. Cette vanne, on n'y touche pas, elle est réglée à R pendant toute l'expérience. Donc QS pour cette cuve est égal à H sur R, et QR est égal à HR sur RR. Donc la résistance à l'écoulement de ce tuyau-là. On met tout ça sous forme d'état. Nos états, c'est les deux états qu'on prend là, c'est les deux seuls possibles, c'est la hauteur d'eau dans la cuve initiale qui vaut H, et la hauteur d'eau dans la cuve additionnelle qui vaut HR. Et la commande, il n'y en a qu'une seule, c'est notre débit d'entrée. Voilà l'équation d'état qu'on obtient. On forme de la même manière, alors cette fois-ci c'est un système d'ordre 2, on a deux états, n est égal à 2, la matrice A qui est là est une matrice carrée 2, 2, l'état est un vecteur à deux éléments. On forme la matrice de commandabilité avec la matrice B. B cette fois-ci vaut 1 sur C, 0. Donc on forme B et AB. B et vous multipliez A par ça et vous obtenez ça. Là on s'aperçoit qu'on a une ligne de 0. Ligne de 0 dit déjà déterminant nul. Calculer le déterminant de ça. Donc, le rang n'est pas 2, elle n'est pas de plein rang cette matrice, elle est de rang 1. Donc, conclusion, le système n'est pas commandable. En effet, jamais, il y a un des états que vous ne pourrez jamais changer. L'état
hauteur de cette cube là, vous n'allez jamais pouvoir le commander. Vous pouvez ouvrir ici autant que vous voulez, ça ne va jamais faire monter le niveau ici. Vous n'avez aucune action sur cet état-là du système. Donc, le système est non commandable. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce niveau-là, malgré la perturbation ici, malgré le fait qu'ici se rajoute un débit supplémentaire. Vous avez quand même la commandabilité de cet état-là qui demeure, mais cet état-là, évidemment, à moins qu'il y ait un tuyau, à moins de rajouter un tuyau quelque part là, jamais vous arriverez avec cette entrée-là à le commander. Voilà, les équations le disent. Vous avez un critère simple, rang de matrice, qui vous dit ça. Alors vous pouvez aussi, c'est pas interdit évidemment de savoir à l'avance ce qu'on va obtenir, comme d'habitude. Quand on regarde ça, c'est pas la peine de faire de grands calculs pour savoir que c'est pas commandable. Pour certains systèmes, c'est peut-être un peu plus sournois. Ici, c'est évident. Donc si là, on n'avait pas obtenu quelque chose qui n'était pas de plein rang, on se serait posé des questions. Mais pour d'autres systèmes, on est bien content d'avoir un critère comme ça. Deuxième critère, deuxième caractéristique des systèmes sous forme d'état et autres, des systèmes en général, mais qui peut être facilement établi à partir de la représentation d'état, c'est l'observabilité. On dit qu'un système est observable s'il est possible de déterminer son état à partir des mesures de sa sortie. Donc vous mesurez sa sortie de 0 de l'état initial à l'état courant et vous en déduisez l'état courant. Alors c'est la sortie, c'est pas l'état. La sortie, c'est une combinaison linéaire de l'état, je vous rappelle. Et la dimension de la sortie, c'est un scalaire, c'est un dimension. Dans notre cas, cette année, avec les systèmes monovariables, c'est un scalaire. Donc, c'est pas forcément évident qu'avec juste un scalaire, on soit capable de reconstruire un état qui est multidimension. Et pour ça, on a un critère. De la même manière que pour la commandabilité, on va avoir un critère calculatoire qui va nous permettre de dire si oui ou non un système est observable. Voilà le critère. On va former une matrice dite d'observabilité qui est définie de la manière suivante. Donc, vous avez autant de lignes dans cette matrice que d'états. Vous formez C fois A puissance 0, C fois A puissance 1 jusqu'à C fois A à la puissance n-1. Et ensuite, vous calculez le rang de cette matrice. Si cette matrice est de plein rang, si elle est de rang n, à ce moment-là, le système est observable. Sinon, il ne l'est pas. Tout simplement. On va refaire le calcul pour les deux systèmes qu'on a traités précédemment. Le premier, le système simple à une cube, qui est purement scalaire, on a assez directement la matrice d'observabilité, donc qui est constituée d'une seule ligne, de C, juste. C, dans ce cas-là, c'est 1, c'est le coefficient du X, là. Donc, vu que c'est différent de 0, c'est de plein rang, le déterminant est non nul, c'est de plein rang, et donc le système est observable. C'est pas très compliqué, l'état c'est égal à la mesure. Donc effectivement, la mesure donne directement, sans être même obligé d'observer longtemps dans le passé, il suffit d'observer la mesure courante pour savoir quel est l'état. Donc l'état, on peut le reconstruire à tout moment. C'est pas vraiment un scoop. Là, Alors ici, c'est pas beaucoup plus compliqué, sachant que c'est de la même manière, la sortie, c'est un des états. Dans ce cas-là, la mesure, c'est toujours le niveau de cette cube-là. Vous voyez, on prélève, grâce à la matrice C, l'élément x1. Y est égal à x1, grâce à cette équation-là. Donc notre sortie, c'est la hauteur h.
Alors la question c'est, est-ce qu'on peut, grâce à cette sortie, remonter également à la hauteur, à l'autre état, donc la hauteur HR. Là c'est peut-être un peu moins évident quand même, hein. On va faire le calcul. On va former la matrice d'observabilité, donc C et CA, C 1, 0, C fois A, donc vous prélevez moins 1 sur RC et 1 sur RRC. Visiblement, cette matrice, il n'y a aucune combinaison linéaire là entre les deux vecteurs colonnes ou vecteurs lignes, hein. Elle est visiblement de plein rang, donc de rang égal à 2. Et donc, on peut en déduire qu'en observant la mesure, donc en observant juste le H, on est capable de connaître l'état courant, hein, à tout moment. Bon, alors ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est surtout peut-être pour l'observabilité. L'observabilité ne va pas nous servir vraiment cette année. La commandabilité peut-être plus, hein. Même oui, directement, parce qu'on va voir dans la deuxième partie de ce cours une technique de synthèse de commandes pour les systèmes à retour d'état qui n'est valable que pour les systèmes commandables. Par contre, pour l'observabilité, bon, on va voir son application, enfin éventuellement l'année prochaine ou peut-être pour ceux qui poursuivent en ISAV en 3 ans. Voilà, mais c'est tout à fait pertinent évidemment de l'introduire dès le début à ce niveau. Alors, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Et on va aborder le dernier point, je crois, oui, de cette première partie, boîte à outils. Hein. On arrive à peu près, on n'est pas encore à la moitié du cours là. À la fin de cette séance, on arrivera, ça sera la fin de la 6e séance, hein. On en a 13 en tout. Donc on arrive doucement à la moitié du cours. Et la moitié du cours a été consacrée, cette première moitié a été consacrée aux outils. Pour le moment, on n'a vu que des outils. Ces outils, on va les mettre en œuvre dans la deuxième partie, et le but final de ce cours, c'est de synthétiser ce qu'on appelle les correcteurs. Et ça, c'est l'objet de la deuxième partie. Alors, le dernier outil de cette boîte à outils, c'est celui qui permet de déterminer la stabilité. Il est très important, cet outil. Et pour déterminer si un système est stable ou pas, encore faut-il définir ce que c'est la stabilité. Alors, on va définir d'abord ce que c'est qu'un état d'équilibre. Un état d'équilibre est un état du système qui reste non modifié lorsque le système a abandonné à lui-même. Donc vous lâchez un système, vous ne l'actionnez plus, vous annulez toute commande qui agit sur ce système, vous faites entrée est égale à 0, vous attendez assez longtemps, et puis vous regardez où est-ce qu'il arrive. S'il arrive quelque part. Parce qu'il se peut très bien qu'il ne converge jamais. Alors on a plusieurs définitions de la stabilité qui sont plus ou moins restrictives. La première définition, c'est la stabilité interne. On dira qu'un système est stable si, écarté de sa position d'équilibre, il y revient. Bon, c'est pas très compliqué à comprendre, hein. Si vous avez un pendule, il y a la position stable, hein, où vous l'écartez, bon, vous attendez assez longtemps, il y revient. Et puis il y a la position instable, bon, évidemment, si vous l'écartez d'un chouïa, bah, il revient à la position stable. Voilà première définition de la stabilité qui s'applique à tous les systèmes. Alors, application à la représentation d'état. Un état d'équilibre, c'est quand il n'y a plus rien qui bouge. Quand il n'y a plus rien qui bouge, ça veut dire que l'état reste constant. Si l'état reste constant, ça veut dire que le dx sur 2t est nul. Et c'est un état qui correspond à une entrée nulle. C'est-à-dire on n'agit plus sur le système, on le laisse aller à sa position d'équilibre, donc le U est égal à 0. Donc dans cette équation-là, vous faites U égale 0, vous faites dériver de l'état
par rapport au temps égale 0, vous obtenez AX est égal à 0. Donc l'état d'équilibre, s'il existe, est la solution de cette équation AX est égal à 0. Alors si on se considère que A c'est une application linéaire sur l'espace d'état, on a deux sous-espaces, donc l'image par cette application A et le noyau de A. Donc si dim de ker de A, ker c'est noyau, dimension du noyau de A est non nulle, à ce moment-là, il y a un sous-espace de l'espace d'état qui contient l'ensemble des positions stables de ce système. Qu'on peut tester, qu'on peut appliquer sur notre exemple de la machine à courant continu, avec comme état, comme sortie la vitesse de rotation, comme entrée la tension d'induit, et comme état respectif la vitesse et le courant, la vitesse de l'arbre et le courant d'induit. On calcule le déterminant de A pour savoir si A est de plein rang. Donc si la dimension de l'image de cette application linéaire est égale à 2. Lorsque on calcule donc déterminant de A, on obtient ça. Ça c'est forcément strictement supérieur à 0. Ça peut pas être nul, ça. Donc la matrice A est de plein rang, donc la dimension du noyau est nulle, donc la seule valeur de l'état qui fait AX est égal à 0, c'est pour X égale 0. Il n'y a pas une infinité de solutions. Le sous-espace noyau est de dimension 0, il n'y a qu'une seule valeur qui vérifie cette équation-là, et donc il y a un seul point d'équilibre. Ce point d'équilibre, il est en X égale 0, c'est-à-dire pour une vitesse de rotation nulle et pour un courant d'induit nul. C'est pas très difficile à comprendre, hein. Donc vous avez une machine, mettons qu'à l'état initial, elle tournait à 3000 tours minute. Vous coupez tout. Vous coupez U, sa tension d'induit, et vous laissez les choses converger. Qu'est-ce qui va se passer avec les frottements visqueux? L'arbre va décélérer et va converger vers une vitesse nulle, donc vers cet état, le seul d'équilibre, oméga égale 0, et évidemment courant d'induit nul. Bon, alors, quand est-ce que ça marche pas? Un exemple où ça marche pas, où c'est pas que ça marche pas, mais c'est qu'il n'y a pas qu'un seul état d'équilibre, il y a une infinité d'états d'équilibre. C'est dans le cas de la machine à courant continu où on a un état supplémentaire qui est la position angulaire. Dans ce cas-là, on a trois états. Donc on retrouve les états d'avant, hein, donc la vitesse angulaire et le courant d'induit, mais on rajoute un troisième état qui est redondant forcément, hein, parce qu'une machine à courant continu c'est de dimension 2. Hein. Ça c'est la physique. Hein. Vous pouvez physiquement, le système se comporte comme un deuxième ordre. Si vous lui rajoutez un état supplémentaire, c'est un état qui est forcément redondant. Et donc, qui dit redondance, dit rang, dit matrice qui va plus être de plein rang. Donc ça c'est forcé. Alors on peut rajouter autant d'états qu'on veut. Si on en a besoin, par exemple si on a besoin de la position, on peut très bien rajouter un état qui permet d'obtenir cette position. Et c'est cette ligne supplémentaire là. Dérivée de l'état position, donc si vous considérez juste la première ligne, hein, dérivée de la position par rapport au temps est égale à la vitesse. Hein. Vous voyez, il y a un 1 là qui prélève le deuxième état, et le deuxième état c'est la vitesse. Voilà. Et si vous en avez besoin, vous pouvez le prélever dans Y par exemple. Y, vous pouvez faire C qui égale à 1, 0, 0 pour prélever la position. Donc c'est possible d'en rajouter des états comme ça, mais c'est pas possible de changer physiquement la nature d'un système. Si un système est du deuxième ordre, son rang minimum, ça va toujours être 2. Ça, c'est artificiel. Donc, effectivement, quand on calcule le déterminant de ce nouveau A, il vaut 0. Hein. Forcément, on a une colonne là de 0. Le déterminant est nul. La matrice n'est pas de plein rang. Il y a donc une infinité d'états d'équilibre, parce que le noyau, la dimension du noyau, en l'occurrence, vaut 1.
en effet, si vous considérez tous les états, l'ensemble des états, tels que x2, le deuxième et le troisième état sont nuls, mais que le premier état peut prendre n'importe quelle valeur. Hein, vous multipliez sur A par un x avec un 0 en haut, là, avec un scalaire quelconque en haut et 2 zéros en bas. Vous obtiendrez 0. Quelle que soit cette première valeur de l'état 1, qui est la position. Voilà toutes les positions d'équilibre. C'est normal. Vous avez un rotor qui tourne initialement à une certaine vitesse. Vous le laissez converger vers la vitesse nulle, ça donne une certaine position angulaire. Ensuite, vous lui donnez de nouveau une petite impulsion, et puis il va converger vers une autre position angulaire. Donc il y a une infinité de positions angulaires qui sont des positions d'équilibre. La position angulaire 0 étant celle, vous la référencez à un moment de l'expérience, par exemple quand vous la démarrez l'expérience. Donc vous avez ces trois situations-là. L'équilibre instable, l'équilibre asymptotiquement stable, unique, qui converge en un point, lorsque vous arrêtez de commander le système, et un ensemble d'équilibres stables, une infinité d'équilibres stables qui correspond à cette situation. Ça s'appelle équilibre simplement stable, équilibre asymptotiquement stable, et ça c'est un équilibre instable. Voilà les transitions entre équilibres. Une perturbation peut amener un système d'un équilibre initial à l'instabilité éventuellement. Le plus souvent ça revient vers l'équilibre initial si on est dans la situation rouge là. Hein, vous voyez, il y a le code de couleur là qui marche. Hein. Donc la perturbation, bon voilà. Si le système est asymptotiquement stable, il revient vers l'unique position d'équilibre, évidemment. Si le système est instable, comme là, lorsqu'il y a une perturbation, il devient instable, ou il converge éventuellement, si là il y a un creux, vers une position d'équilibre. Hein. Et en bleu, là, si le système est simplement stable, il peut converger vers un nouvel équilibre, différent de l'initial. Voilà. On a défini la notion de stabilité. Deuxième définition, première définition de la stabilité. Deuxième définition, la stabilité Bibo. Qui veut dire entrée bornée, sortie bornée, bound input, bound output en anglais, ESBS en français. Elle dit qu'un système est stable si toute entrée bornée produit une sortie bornée. Donc vous partez du principe que vous mettez une entrée qui n'est jamais infinie. Hein. Et un système est stable au sens Bibo si sa sortie reste bornée. Alors quels sont les critères algébriques de stabilité? Bon, alors ça c'est le concept de stabilité. Comment ça se traduit algébriquement en regardant les fonctions transfert ou l'équation d'état. Un système linéaire invariant à temps continu, donc qui nous intéresse cette année, est stable si tous ses pôles sont à partie réelle strictement négative. Vous avez déjà vu, on a vu que la transfo de Laplace d'un exponentiel, c'est un premier ordre. Et le coefficient d'exponentiel, là, il vaut mieux qu'il soit négatif si on veut que ça converge vers 0. Et le coefficient d'exponentiel, quand on fait la transfo de Laplace, ça devient le pôle, la valeur du pôle. Et donc il faudrait que ce pôle soit à partie réelle négative si on veut que en temporel l'exponentiel converge vers 0. Sinon l'exponentiel diverge. Donc là vous voyez, sur le cas particulier du premier ordre, ça se vérifie.
Mais on peut généraliser ça à tous les systèmes, qu'ils soient du premier ordre, du second ordre et d'ordre n'importe quoi. Hein. De toute façon, les systèmes d'ordre élevé, on peut toujours les ramener à des sommes de premier ordre ou de deuxième ordre, hein, en faisant la décomposition en éléments simples. Et effectivement, si la partie réelle des pôles est strictement négative, le système est stable. Voilà. Alors ce théorème est valable pour tout système, qu'il soit en boucle ouverte ou fermée. Pour le moment, on n'a pas encore fermé la boucle, hein. Ça anticipe un peu sur la suite, hein. Mais effectivement, après, on va essayer de fermer la boucle, de mettre une contre-réaction, et évidemment, on va utiliser cette notion-là pour vérifier que le fait qu'on ferme la boucle ne va pas déstabiliser. Donc évidemment, on va utiliser ce critère-là. Et puis pour un système d'ordre élevé, calculer les pôles, ça peut s'avérer fastidieux. Dans ce cas-là, on peut avoir, si tout est numérique, si tout est connu numériquement, on peut avoir recours à un outil de calcul numérique, de résolution des racines des polynômes d'ordre élevé, pour savoir si ces pôles-là ont une partie réelle négative ou positive. Alors c'est pas toujours possible, hein, parce que de temps en temps, les polynômes, ils sont paramétrés en gain, par exemple, hein. Vous avez un gain variable qu'il faut régler, et dans les coefficients de votre polynôme, vous avez un k ou un taux. Et donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas résoudre avec MATLAB. Vous ne pouvez même pas résoudre avec Maple. Parce qu'au-delà de l'ordre 4, trouver les racines des polynômes, ça donne des expressions analytiques monstrueuses. Alors, pour justement pallier à ce problème, dans le cas où on a des coefficients dans les polynômes, on peut utiliser ce critère, le critère algébrique de Routh-Hurwitz, qui est un critère assez pratique pour déterminer la stabilité. Alors ça ne va pas vous donner la valeur des pôles, on n'en a pas besoin. Ça va juste vous dire si les pôles sont à partie réelle négative, oui ou non. Donc ça va juste vous dire si c'est stable ou pas. C'est une information binaire qui est donnée là. 0 ou 1. 1 c'est stable, 0 c'est pas stable. Pour obtenir cette information-là, binaire, on établit un tableau, hein, qui est défini ici. Alors, on part du dénominateur de la fonction transfert dont on veut trouver la stabilité. Ici, c'est un polynôme, hein, c'est toujours un polynôme en S. On établit ce tableau-là. Alors, on commence par écrire les deux premières lignes de ce tableau-là. Ces deux premières lignes sont définies à partir de ces coefs connus. Regardez, là, on a mis AN, c'est ce coef-là. Là, on met AN-2, donc on saute un coef et on prend le suivant. AN-4, on en saute encore un, on prend le suivant. Quand on arrive à un indice négatif de coef, on s'arrête. Pour la deuxième ligne, on décale tout d'un. On prend le AN-1, là, ensuite on saute un coef, on prend le AN-3, on en saute un, le AN-5, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à un indice là qui soit négatif, et là, on s'arrête. On a établi les deux premières lignes de ce tableau de Routh avec les coefficients du dénominateur de la fonction transfert dont on veut déterminer la stabilité. Ensuite, le reste, c'est du calcul. Il y a n plus 1 ligne dans ce tableau de Routh. Donc vous pouvez très bien numéroter ça en n, n-1, n-2, n-3, etc. jusqu'à 0. C'est pas marqué là, hein, mais vous pouvez le rajouter dans votre cours, par exemple. On le fera des exemples aussi. Ensuite, on calcule les lignes suivantes grâce à ces formules-là. Bn-1, c'est égal à quoi? Alors, il y a une façon systématique de faire ces calculs. Vous voyez, Bn-1, c'est ça fois ça, moins ça fois ça sur ça. Bn-3, c'est ça fois ça, moins ça fois ça sur ça.
etc. Pareil, Bn-5, ça serait ça fois ce qu'il n'y a pas là, moins ça fois ça, sur ça. Alors, vous voyez, il y a un pivot là, on appelle ça le pivot, qui se retrouve partout au dénominateur. C'est toujours le AN-1 là qui divise le tout, et puis c'est pas le déterminant qu'on calcule, mais c'est moins le déterminant. Au lieu de faire ça fois ça, moins ça fois ça, bah, on fait ça fois ça, moins ça fois ça. Voilà. Il faut le savoir, enfin, bah, peut-être pas par cœur. Bon, au bout d'un certain temps, je pense que ça finit par rentrer. Bon, voilà, c'est une recette de cuisine. C'est pas bien compliqué, c'est purement algébrique. Il suffit de l'appliquer correctement. Une fois qu'on a tout calculé, toutes les lignes là, alors à chaque ligne, on a un terme en moins. Si on en avait 3 ici, à la ligne suivante on en a 2, ici on en a 1, et là, voilà, on s'arrête là. On s'arrête quand il y en a 1. Et puis ensuite on regarde, donc ce tableau a une forme triangulaire comme ça. Donc là, on diminue à chaque fois d'un le nombre d'éléments par ligne. Et ensuite, on regarde juste les termes de la première colonne. Le système est stable s'il n'y a pas de changement de signe dans la première colonne. Donc rien de plus simple. Donc je résume. Vous partez du dénominateur de la fonction transfert, donc vous voulez déterminer la stabilité. À partir de ça, vous établissez les 2 premières lignes du tableau de route. Ensuite, grâce à ces formules, vous établissez les lignes supplémentaires du tableau de route jusqu'à n'avoir plus qu'un seul terme par ligne. Vous obtiendrez une forme triangulaire de ce tableau. Vous regardez ensuite le signe des éléments de la première colonne, donc les signes de ces AN, AN-1, BN-1, CN-1, etc. jusqu'au dernier. Le nombre de changements de signes est égal au nombre de pôles instables. Donc, pour que le système soit stable, il ne faut pas de changement de signe. C'est pas très compliqué. C'est une information binaire. Ça ne vous dit pas plus. Ça ne vous dit pas où sont les pôles. Ça ne vous dit pas si les pôles sont rapides ou pas. Ça ne vous dit pas s'ils sont juste près de l'instabilité ou vraiment très très loin. Ça vous dit si c'est stable ou pas. Mais c'est déjà pas mal. Et surtout, ça permet de raisonner avec un paramètre. Parce que MATLAB et Maple ne savent pas faire ça. Il est impossible, au-delà d'un ordre, comme je l'ai dit, un ordre 4, de raisonner analytiquement en fonction d'un paramètre. C'est-à-dire, on a un gain et puis on aimerait savoir, entre cette valeur du gain et cette valeur du gain, le système est stable. Et ben, on peut utiliser ce critère-là. Très facilement, vous mettez un K là-dedans, vous faites les décompositions, vous aurez cette première colonne qui dépendra de K, tous les coefs en fonction de K, et vous pourrez dire pas de changement de signe pour ces valeurs de K. Et ça, vous ne pouvez pas le faire en calculant explicitement la valeur des pôles. Parce que les expressions sont... Bon, déjà l'ordre 3, il y a des expressions analytiques pour l'ordre 3, le degré 3, le degré 4, c'est pratiquement inutilisable. Enfin, vous ne savez rien en faire. Même s'il y a un K à l'intérieur, vous ne savez pas dire partie réelle négative ou pas. Donc c'est très utile. Alors, il y a un cas particulier. Si jamais vous avez un 0 ici, vous voyez, vous faites votre décomposition là, et puis manque de bol, cas particulier, vous avez un 0 ici. Alors 0, c'est quoi? C'est positif, négatif? On ne sait pas déjà. Et puis en plus, on ne peut pas continuer la décomposition, parce que si on a un 0 ici, ça c'est le Bn-1, vous voyez qu'à la ligne suivante, il faut diviser par 0. Là aussi, on est embêté. La solution, c'est de remplacer ce 0 par un epsilon, une valeur positive qui tend vers 0, et de continuer la décomposition du tableau avec ce epsilon. Et ensuite raisonner avec ce epsilon et regarder si ça change de signe ou pas. Voilà pour ce cas particulier. Et lorsque ça arrive, lorsqu'on a un 0 et qu'il faut remplacer par un scalaire epsilon, on sait qu'il existe un pôle à partie réelle nul, c'est-à-dire qu'on est dans le cas critique, limite d'instabilité,
un oscillateur quelque part, ou alors un pôle sur l'axe imaginaire. C'est pas forcément un oscillateur, hein. Ça peut être un pôle, enfin un pôle en zéro, éventuellement. Bon, ceci étant dit, on va appliquer ces notions aux systèmes les plus simples, donc à l'ordre 1, puis à l'ordre 2, et on va un peu pratiquer tout ce qu'on a vu là. Système d'ordre 1, j'en ai déjà parlé. On a fait donc la transfo de la place d'une exponentielle. On avait vu que ça donnait cette fonction transfert là, une fonction transfert là, en tout cas de cette forme là, avec un pôle qui est en moins 1 sur tau, et ce moins 1 sur tau, c'est le coefficient de l'exponentielle, hein. Donc vous avez exponentielle de moins 1 sur tau fois t, hein. Ça c'est l'équivalent temporel du premier ordre. Pour que ça soit stable, pour que ça converge vers 0, en tout cas pour que la réponse indicielle ou toutes les autres convergent vers 0, indicielle ou impulsionnelle convergent vers 0, il faut que le pôle soit à partie réelle négative. Un tel système est stable si le taux est positif, si cette constante de temps est positive. Pour un système d'ordre 2, on avait vu que les deux pôles, enfin, bon, vous avez le cas où zeta est sous-amorti, où le système est sous-amorti, dans ce cas-là, zeta est compris entre 0 et 1, suramorti dans le cas où zeta est strictement ou alors supérieur ou égal à 1. Dans le premier cas, vous avez des pôles complexes conjugués. Bon, dans le cas où on est strictement inférieur à 1, bon, si on est égal à 1, bon, la partie imaginaire là disparaît, hein, et puis on est voilà, à la limite, on a donc un comportement exponentiel décroissant. Dans ce cas-là aussi, ce système-là converge si l'exponentielle qui est en facteur, on avait établi la réponse temporelle, vous avez le produit d'une exponentielle par un sinus, hein, et cette exponentielle-là a un moins zeta oméga nt, voilà, en paramètres, et ça converge vers 0. On veut que ça converge vers 0, évidemment, on ne veut pas que ça diverge, on ne veut pas que les oscillations là augmentent en amplitude, au contraire, on veut que l'enveloppe converge vers 0, et pour ça, il faut que zeta oméga n soit positif. Quand les pôles sont complexes, et si les pôles sont réels, il faut que tout ça, donc tout ça devient le coefficient ça c'est les deux coefficients des deux exponentielles, et évidemment pour qu'elles convergent, ces exponentielles, il faut que ça soit positif. Donc, tout ça positif, et les conditions qui remplissent, conditions sur zeta et oméga n qui vérifient ça et ça, c'est que zeta soit positif et oméga n soit positif. Bon, alors il y a les notions limites, on avait déjà vu, hein, quand on raisonnait, quand zeta vaut 0, on n'est pas divergent. Alors c'est la stabilité au sens Bibo, hein. On n'est pas strictement stable, c'est-à-dire que le système, vous l'excitez, là, c'est un oscillateur mais qui n'est jamais amorti, hein. Donc vous lui donnez une perturbation là, et puis il va, c'est le mouvement perpétuel, bon, ça n'existe pas évidemment, mais il va osciller en permanence, et c'est le cas où zeta est égal à 0, mais on est dans le cas Bibo, hein. On a mis une entrée bornée, voilà, on a donné une claque bornée, et lui va osciller, mais à l'intérieur d'une borne, de deux bornes, hein, ça ne va jamais diverger. Bon, quand on a un système d'ordre 3, comment est-ce qu'on fait ? On peut le couper en petits morceaux, donc en décomposition en éléments simples, puis raisonner sur les petits morceaux, ou alors raisonner directement sur le dénominateur de cette fonction transfert d'ordre 3 et utiliser par exemple root. Alors ici on a un exemple où on suppose que tous les coefficients sont positifs. A1, A2, A3 sont tous positifs. On établit le tableau de route
Donc tableau de route, et il faut l'écrire dans... Bon là, il faut l'écrire dans l'autre sens déjà. Hein. Ça serait bien que vous l'ayez sur les yeux là, hein, en même temps. Il faut d'abord l'écrire dans le sens des puissances décroissantes, hein, premièrement. Donc ok, là c'est déjà pas dans le bon sens, vous le mettez dans l'autre sens. Ensuite, les deux premières lignes s'obtiennent avec les coefs directement. Donc vous prenez le A3, vous en sautez un, vous prenez le A1, vous en sautez un, vous obtenez le A-1, A-1 ça n'existe pas. Donc voilà, vous arrêtez là, vous mettez 0. Vous décalez d'un, vous prenez donc le A2, vous en sautez un, vous prenez le 1. Là il n'y a plus rien à sauter parce qu'il n'y a plus de coef après, donc vous mettez 0. Voilà. Avec la fonction transfert, vous construisez les deux premières lignes. Ensuite, vous faites les calculs. Hein. Donc, c'est un ordre 3. Donc, il y a 4 lignes. Vous pourriez mettre ici, pour vous en rappeler, 3, 2, 1, 0. Et vous arrêtez là. Cette ligne est inutile. Vous calculez ce terme-là. Donc, vous faites ça fois ça, moins ça fois ça, sur ça. A2 fois A1, moins A3 fois 1 sur A2. Ça, c'est ce premier terme. Ce deuxième terme, c'est ça fois ça, moins ça fois ça sur ça, bon bah c'est 0. Donc vous voyez la forme triangulaire, hein, à chaque fois on a un élément de moins, parce qu'on a des zéros là qui apparaissent. Ensuite, le dernier terme, ça fois ça, moins ça fois ça, sur ça, égale ça. Donc vous mettez 1. Et ensuite vous dites, ce système est stable, si et seulement si il n'y a pas de changement de signe dans la première colonne. On a dit que tous les coefs étaient positifs. Donc il faut que tous les coefs soient positifs pour que le système soit stable. A3 est positif, A2 positif, 1 est positif, et il faudrait que ça soit positif. Le dénominateur est positif, donc il faut que le numérateur soit aussi positif pour que ça soit stable. Donc il faut que A1 fois A2 soit strictement supérieur à A3. D'accord ? Donc là vous raisonnez de manière... voilà, vous n'avez pas particularisé, vous avez une façon de calculer, de déterminer la stabilité, même avec des paramètres, hein, paramètres inconnus. Cas où A1, A2 égale à 3. Vous n'avez pas de chance. A1, A2 est justement égal à 3. Donc dans ce cas-là, ce terme-là est nul. Et vous le remplacez, vous ne pouvez pas continuer parce qu'il vous faut faire ça fois ça, moins ça fois ça sur ça qui est égal à 0. Donc vous ne pourriez pas continuer là. Alors vous remplacez par epsilon là. Epsilon, et vous pouvez continuer. Alors vous pouvez faire ça fois ça, moins ça fois ça sur epsilon, ça fait effectivement ça. Et donc la conclusion, c'est que dans ce cas-là, hein, donc ce epsilon est supposé positif. Hein. Alors il n'y a pas de changement de signe, mais vu qu'on a été obligé de remplacer par un epsilon, on sait qu'il y a un pôle à partie réelle nulle, au moins un pôle. Vous pouvez rajouter dans le cours que c'est au moins un pôle. C'est pas il y en a un exactement, on peut montrer qu'il y en a au moins un. Il peut être éventuellement à partie complexe un pôle, deux pôles complexes conjugués. Donc ça peut être un oscillateur ou un pôle en zéro qui est un intégrateur. Quoi qu'il arrive, on est plus stable au sens strict. Hein, on a un système qui peut éventuellement osciller en permanence ou éventuellement être intégrateur, c'est-à-dire avoir une sortie qui passe à 1 par exemple quand vous mettez une impulsion, ou, voilà, ce genre de choses. Conditions de stabilité, donc le système est stable si A1, A2 strictement supérieur à 3, système instable si 1, A2 strictement inférieur à 3, et si A1, A2 égale à 3, on est à la limite, hein. On sait qu'on a un problème quelque part, hein. Soit un oscillateur, soit un intégrateur. Et le système est stable au sens large si on respecte, si on a le cas A1, A2 égale à 3. Alors on peut faire des exemples numériques. Donc là vous voyez tous les coefficients sont positifs là. Alors le premier, les A1 c'est quoi déjà? A3 c'était donc ce coef là, hein, c'est ça. Là on est dans le cas où A1,
fois A3, donc 1 égale A3. Non, A1, pardon, A2. C'est A1, A2, donc c'est 2 strictement supérieur à A3 qui fait 1. Donc dans ce cas-là, on devrait être strictement stable. Effectivement, les racines, quand vous les calculez, alors vous pouvez les calculer avec la fonction roots sous MATLAB. Vous pouvez définir le vecteur des coefficients là, et la commande roots, R-O-O-T-S de MATLAB vous permet de calculer numériquement les racines. Vous obtenez ici ces racines là qui sont effectivement strictement stables parce qu'elles ont une partie réelle là. Toutes les racines ont des parties réelles strictement négatives. Bon, alors le deuxième cas, vous faites donc on a A1 1 fois A2 1 strictement inférieur à A3 2. Ok, on est dans le cas strictement instable. Effectivement, on a une des parties réelles qui est strictement positive. Alors il en suffit d'une. Hein. Il suffit qu'un des pôles soit instable pour rendre tout le système instable. Forcément, s'il y a un des exponentiels qui diverge, bah, les autres, ils ont beau converger, bah, la réponse globale va diverger. Et la dernière situation, vous voyez, on est dans le cas précisément où A1, A2 égale A3. Dans ce cas-là, on sait qu'il y a des racines au moins un pôle sur l'axe imaginaire. Et là, vous voyez qu'on en a deux. Hein. On a un pôle stable strictement en moins 1, et puis deux complexes conjugués sur l'axe imaginaire en plus et moins j. Là, on a un oscillateur pur qui oscille à 1 radian par seconde. On est dans le cas limite. Ensuite, on peut étudier aussi le cas du moteur. Le moteur de fonction transfert, celui qui nous occupe pendant tout ce tour. Donc, on se propose de calculer les pôles de ce système, de déterminer sa stabilité. Logiquement, un moteur, en tout cas en boucle ouverte, il devrait être stable. Hein. Si là on trouve quelque chose d'instable, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Donc on peut utiliser d'abord MATLAB pour calculer les pôles, pour calculer leur partie réelle, pour regarder si elle est strictement négative et pour en déduire qu'il est stable. Ensuite on peut vérifier avec root qu'on obtient effectivement la même chose. Et puis après, troisième question, on demande l'influence d'un zéro. Artificiellement, on rajoute un zéro, là par exemple celui-là, et puis on demande si ça joue sur la stabilité. Au niveau des pôles, donc si on les calcule, on peut les calculer sans MATLAB d'ailleurs, en s'apercevant que le pôle moins 1 est une solution évidente, donc on peut factoriser s plus 1 dans ce polynôme. On peut faire la division polynomiale, donc vous posez ça divisé par s plus 1, et vous obtenez ça. Et puis après, vous calculez les racines d'un second ordre que vous pouvez aisément obtenir là, hein, et vous obtenez P2 qui vaut moins 10 et P3 qui vaut moins 50. Donc vous avez trois racines de ce polynôme-là qui sont moins 1, moins 10 et moins 50. Toutes les trois sont réelles, toutes les trois sont en partie réelle négative. Le système est donc strictement stable. On va faire la même chose avec root. On écrit donc le dénominateur sous cette forme-là, donc ça c'est A3, A2, A1, A0. La première ligne c'est 1, 560, la deuxième ligne c'est 61, 500. Ce qu'on met là, 1, 560, 61, 500. C'est un ordre 3, donc il y a 4 lignes. 3, 2, 1, 0. Celle-là, je ne sais pas pourquoi il l'a mise, hein, mais ça ne sert à rien. Hein. Vous faites ensuite les calculs de route, hein, donc ça fois ça, moins ça fois ça sur ça. On obtient ça, 551,8. Ensuite, là il y a 0, parce que c'est ça fois ça, moins ça fois ça sur ça, donc il n'y a que des zéros là, donc ça fait 0. Ensuite, ligne suivante, ça fois ça, moins ça fois ça sur ça, ça fait ça, 500. Et on regarde le nombre de changements de signe dans la première colonne. Toute la première colonne est positive, pas de changement de signe, système stable. Ok.
heureusement qu'on obtient la même chose. Si on rajoute un 0, est-ce que ça change quelque chose? Bah non. Hein, les zéros n'ont aucune influence sur la stabilité. Le seul endroit qu'il faut regarder dans une fonction transfert pour savoir si le système est stable ou pas, c'est le dénominateur. Le numérateur ne va rien changer. Alors on a vu tout au début de ce cours que le numérateur change la forme de la réponse. Donc le dépassement là de puissant %, on l'avait à cause d'un 0 particulièrement pathologique. Mais jamais, même un 0 dit instable, hein, c'est un abus de langage, hein, c'est un 0 qui serait par exemple à partie réelle positive, ne va pas déstabiliser un système, il va rester stable. Donc effectivement là, le fait de rajouter ce 0 là ne va rien changer à la stabilité. D'ailleurs, root ne s'occupe pas du numérateur, c'est les coefficients du dénominateur, quel que soit le numérateur. Et j'ai un dernier exemple. Je vous donne un petit truc là additionnel par rapport au cours, qui n'est pas dans le cours d'ailleurs. Propriété. Pour vous faciliter la vie dans l'établissement du tableau de route, vous pouvez diviser ou multiplier les coefficients d'une même ligne par... vous pouvez multiplier toutes les valeurs d'une ligne, tous les éléments d'une même ligne par un même coefficient positif, sans changer le résultat. Parfois, ça permet de simplifier les choses. Exemple, vous voulez déterminer la stabilité d'un système dont le dénominateur est le suivant. Vous calculez le tableau, voilà, le tableau de route correspondant, c'est un système d'ordre 4, donc 5 lignes au tableau de route, 4, 3, 2, 1, 0. Vous définissez les deux premières lignes à partir du polynôme 1, 11, 18, 2, 18, 1, 11, 18, 2, 18. Et parce que ça vous arrange, vous utilisez cette propriété. Donc là, j'ai barré en vert, là, j'ai multiplié par 1,5 toutes les valeurs de la deuxième ligne. Donc le 2, je le remplace par 1, le 18, je le remplace par 9. Et ça marche aussi, parce que c'est positif. Je calcule ensuite la troisième ligne en faisant ça, fois ça, moins ça, fois ça, sur ça. J'obtiens 2. 1 fois 11, moins 9 sur 1, 2. Je fais ça, fois ça, moins ça, fois 0, divisé par ça. Donc 1 fois 18, moins 1 fois 0, divisé par 1, 18. J'obtiens de nouveau 2 et 18, que je multiplie de nouveau par 0,5, positif. Donc je remplace par 1 et 9 de nouveau. Ensuite, je m'attaque à la ligne suivante, ça fois ça, moins ça, fois ça, sur ça. 1 fois 9, moins 1 fois 9 sur 1, bah, ça fait 0, pas de chance. Là, je suis obligé de remplacer le 0 par epsilon, pour continuer, que je suppose positif. Et ensuite, finalement, dernier élément du tableau de route, je fais ça, fois ça, moins ça, fois ça, sur ça, j'obtiens 9. Ce système est stable, mais au sens large, c'est-à-dire qu'on sait, parce qu'on a été obligé de mettre un epsilon ici, parce qu'on avait eu un 0 là, qu'il y a au moins un pôle qui est sur l'axe imaginaire. Et donc, à ce titre, il ne va pas converger, hein, c'est-à-dire il ne va jamais aller vers 0. Il peut éventuellement osciller ou alors se comporter en intégrateur. Voilà pour cette petite propriété supplémentaire qui peut vous simplifier un peu les calculs dans certaines situations.